Mesdames et messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers amis, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans un format totalement dématérialisé, donc avec quelques petits soucis techniques qui expliquent notre petit retard. Et je vous remercie d'être aussi nombreux, je crois qu'on a 225 inscrits, pour participer à cet événement. Malgré les circonstances, nous restons mobilisés pour continuer à vous informer sur le marché immobilier et pour mettre à votre disposition des éléments d'analyse pour mieux aborder les incertitudes actuelles. Car il n'a jamais été aussi important de comprendre pour pouvoir ensuite agir, conseiller et décider. Dans un premier temps, Thierry Delessal, président de la commission de conjoncture, vous présentera les statistiques de l'année 2020 dévoilées ce matin aux journalistes dans le cadre d'une conférence de presse trimestrielle. Il y a beaucoup à dire sur cette année totalement hors norme et dominée par une pandémie mondiale et des mesures de confinement inédites dont les conséquences économiques, psychologiques et sociales ne sont pas encore toutes connues. Nous avons été mis à l'épreuve individuellement et collectivement, et nous le sommes encore, mais nous nous adaptons et faisons face. Dans ce contexte de grande incertitude, le marché immobilier a fait preuve de résistance, en particulier grâce à un très bon quatrième trimestre, un peu même meilleur d'ailleurs que celui du quatrième trimestre 2019. Il a permis de limiter la baisse annuelle des ventes à 12%, démontrant une bonne capacité de rebond et confirmant l'intérêt des ménages pour l'immobilier, actif de confiance et de sécurité. Les prix sont restés orientés à la hausse jusqu'à la fin de l'année 2020, sauf dans Paris. Mais le recul des ventes semble constituer une nouvelle donne qui pèse désormais sur les valeurs. Le ralentissement observé dans Paris devrait donc s'étendre extramuros dans les prochains mois. Je note néanmoins que le marché francilien a un peu moins bien résisté que le marché français dans son ensemble. France entière, les volumes de vente n'ont baissé que de 4% de 2019 à 2020. Je note également que le marché des maisons connaît en Île-de-France des hausses de prix plus marquées que le marché des appartements et que les volumes de vente du quatrième trimestre 2020 sont en forte hausse par rapport au quatrième trimestre 2019. Ce qui laisse à penser qu'une préférence pour la maison s'est récemment dessinée en Île-de-France. Je sais que les commentateurs ont été nombreux à évoquer des modifications structurelles de la demande des ménages et des acquéreurs et une préférence nouvelle pour des biens plus grands, ouverts sur l'extérieur, au vert ou au calme. Nous avons vu de multiples reportages montrant des familles quittant grandes villes et petits appartements pour s'installer à la campagne ou dans des villes moyennes, ou encore des jeunes salariés désormais en télétravail total qui abandonnaient les métropoles, parfois pour la campagne, ou plus souvent encore, pour basculer vers un nomadisme international et une mobilité totale. Mais quelles sont les réalités quantitatives de ces phénomènes? Ces premières évolutions sont-elles appelées à durer ou ne sont-elles que des réactions ponctuelles et quasi épidermiques à la situation de crise? Ou bien sont-elles poussées par le développement contraint du télétravail? Sont-elles nouvelles ou étaient-elles déjà en germe ou à l'œuvre sur le marché? Et qu'attendre pour l'avenir à court ou à moyen terme? Vous le voyez, les questions sont multiples. Pour nous aider à mieux comprendre ces phénomènes, à rester lucide en allant au-delà de quelques reportages ou quelques chiffres, nous avons invité un économiste, essayiste, chroniqueur de grand talent qui connaît très bien la réalité des marchés immobiliers et la réalité économique et démographique qui les sous-tendent. Robin Rivaton. Malgré son jeune âge, Robin Rivaton a déjà de nombreuses expériences dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, il est directeur d'investissement dans le fonds Smart City d'IDEA Invest. Il a été le fondateur de Real Estate et plus large communauté pour l'innovation dans l'immobilier en France. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont L'immobilier demain, La ville pour tous, et il est également chroniqueur pour l'Express. Membre de RIX et administrateur indépendant de plusieurs sociétés de promotion, il connaît l'immobilier sous toutes ses facettes et est connu pour son franc-parler. C'est cette polyvalence d'approche et cette franchise que nous aimons chez lui. Monsieur Rivaton, nous vous remercions par avance de nous éclairer sur ces thématiques multiples et de nous faire connaître votre point de vue sur l'avenir des différents marchés immobiliers, résidentiels ou tertiaires. En attendant, je vous propose de faire le point complet sur notre marché francilien avec Thierry Delessal. Merci Marc. C'est super parce que moi, on ne va pas me demander la boule de cristal. C'est pour mon voisin, donc tout va bien. Moi, je vais m'occuper de vous raconter ce qui s'est passé en 2020.
et notamment le T4, puisqu'il s'agit particulièrement de commenter le 4e trimestre qui vient de se passer. Alors, ce que j'ai dit déjà en conférence de presse ce matin, c'est que, ça ne dépendra personne, l'année 2020, c'est une année très chaotique, assez difficile à comprendre, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a eu vraiment des stop and go en permanence. Il y a eu des blocages de transactions, comme on n'avait jamais connu, et ça a été contrebalancé ensuite par des phases d'accélération, de rattrapage, notamment au 4e trimestre. Donc, en définitive, au bout du compte, on arrive à pouvoir dire que la pierre a vraiment, on retrouve que c'est le placement financier, le placement favori des Français, parce qu'avec ces 2 mois de confinement qu'on a eu au printemps et le mois de confinement de novembre, ben, malgré tout ça, normalement, on aurait dû arriver à une baisse de quasi 20% d'activité. Et en réalité, au niveau national, on enregistre une baisse que de 4%. Donc, tous les chiffres que vous allez voir sur les volumes, soit français, soit Île-de-France, moi, tant qu'on n'est pas à -20, je considère que c'est des chiffres positifs. Parce que ça veut dire qu'il y a eu plus que ce qu'on aurait dû faire. Enfin, il y a eu plus que 2019. Et 2019, c'était vraiment déjà une année exceptionnelle. Donc, ben forcément, ce regain pour la pierre s'est traduit par une augmentation des prix. Donc, en France entière, les chiffres qu'on a communiqués pour tout logement confondu, c'est une augmentation de 6,4% pour 2020. C'est pas ce slide-là. Là, moi, je suis toujours dans une petite introduction, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une vraie homogénéité de tous les marchés, alors que chaque conférence de presse, on essaye de faire comprendre aux journalistes que, attention, il faut savoir de quoi on parle, des maisons, des appartements, si c'est en province, en Île-de-France, dans tel département et autres. Alors que là, les chiffres qu'on a constatés en 2020, il y a vraiment, c'est homogène partout. Pour vous donner une idée, les logements, comme je vous disais, tout confondu en France, c'est 6,4. Et si on regarde les appartements, c'est 6,3. Les maisons, c'est 6,5. Un petit peu plus que les appartements, ça s'était pas arrivé depuis 4 ans. 6,4, c'était pas arrivé depuis 10 ans. Une augmentation pareille, souvenez-vous, en 2011, où c'était l'époque de la pierre refuge, eh bien, il y avait une très forte augmentation, essentiellement en Île-de-France, mais quand même un peu aussi en France. Ben là, voilà, 6,4. Et alors, quand on regarde en province et en Île-de-France, généralement, il y a quand même des différences assez importantes. Ben là, non. La province, on voit une augmentation de 6,5, tout logement confondu, avec une différence entre appartements et maisons de 6,6 ou 6,4, autrement dit, pareil. Et en Île-de-France, ben, 6,5 province, Île-de-France, 6,4. Ouais, c'est vraiment identique. Et là, avec une petite différence entre les appartements qui sont à 6,1 et les maisons, en annuel, hein, toujours 7% d'augmentation des prix. Voilà. Donc, ce que je disais aux journalistes, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres positifs. En revanche, si vous voulez dire que ça va moins bien, parce qu'il y a toujours possibilité d'avoir une approche pessimiste, faut regarder à ce moment-là les chiffres trimestriels. Vous allez voir que quand on parle des chiffres trimestriels, il commence à y avoir des petits moins, des moins 0,5, des moins 1. C'est pas des gros chiffres négatifs, mais il commence à y avoir des petites tendances. Alors, voyons les volumes. Je vous repasse le slide des volumes, où on voit mois par mois, on voit vraiment que ces confinements, ils ont entraîné des blocages de moins 70, moins 36, moins 29. Et bien malgré cela, grâce à ce 4e trimestre, vous voyez tous ces 3 derniers mois, ces 3 barres, là, où on est en positif, déjà par rapport à un 4e trimestre 2019 qui était exceptionnel, et bien là, il n'y a même pas eu besoin. Vous savez, souvent, on dit, les notaires disent que parce qu'il y a un changement fiscal, il y a un effet d'aubaine au 4e trimestre, il y a plein de gens qui veulent signer avant le 31 décembre, et c'est la panique dans les études, parce qu'il faut tout signer avant le 31 décembre. Là, il n'y a même pas eu besoin de ça, il n'y a même pas eu de changement fiscal, et pour autant, on n'a jamais vu un 4e trimestre depuis que nos bases existent. Depuis 20 ans, un trimestre aussi dynamique. Ce qui nous fait dire qu'en réalité,
pourquoi un quatrième trimestre aussi important? C'est parce qu'il y a tout simplement un décalage. Un décalage de l'année immobilière qui se fait généralement au printemps avec le gros des ventes qui est autour de l'été. Et je sais que dans les études, ça bosse au mois de juillet, on est à la limite du burn-out. Et bien là, ce décalage a été fait de 2 ou 3 mois, puisque forcément, pendant le confinement, il s'est rien passé. Le gros de l'année immobilière s'est fait en mai, juin, juillet, et c'est traduit par des ventes, beaucoup de ventes, en octobre, novembre, décembre. Donc en fait, c'est tout simplement, l'explication, c'est ça, c'est ce décalage de saison, ce qui fait que, j'ai dit aux journalistes, c'est souvent on fait des projections et on fait des corrections, des augmentations de prix en CVS, correction des variations saisonnières. Bien là, il ne faut pas en tenir compte cette année parce qu'on compare des trimestres qui ne sont pas comparables. Donc voilà, on l'a mis quand même, les chiffres de CVS, mais ce n'est pas important. Il n'y a plus de saison. Cette année, ce n'est pas de saison. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, vous voyez, tous ces volumes, avec des mois 70 ou moins 29, on arrive au point de vue Île-de-France, à une baisse de 12%. Mais 12%, c'est comparé à la France, qui est de 4%. Alors, quand on compare ces chiffres, on voit bien que la province, en fait, a tiré son épingle du jeu en 2020. Elle a été beaucoup plus fluide qu'en Île-de-France, puisque on arrive à environ 860 000 transactions en province, alors qu'en 2019, on était à 890 000, ce qui fait une baisse de 4% pour la province et 12% pour l'Île-de-France. Et au total, je ne vous ai pas donné ce chiffre, on arrive à 2020 à 1 025 000 transactions, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce qu'en mars-avril, quand on en parlait aux spécialistes de l'immobilier, on se disait, avec ce qui est en train de se passer, il va y avoir 900 000 transactions, entre 800 et 900 000, toutes les projections, c'était ça. Ben là, non. Cet appétit pour la pierre en France a fait que on est à 1 025 000, ce qui est vraiment, il faut le dire, un secteur, on peut dire dynamique. Ne vous laissez pas tromper par ces chiffres négatifs. C'était ça le message. Voilà. Alors, voyons un petit peu comment ça se traduit sur la slide suivante. C'est tout logement confondu. Vous voyez à gauche, on a ressorti le quatrième trimestre. On est à plus 4 par rapport au volume du quatrième trimestre 2019 et plus 24 par rapport aux 10 dernières années. Donc, ça montre vraiment que c'était super dynamique. C'était pas arrivé comme ça depuis 30 ans. Donc, ça nous donne 160 000 transactions sur l'année. Et évidemment, quand il y a un volume comme ça se traduit par une augmentation des prix. Comme je vous le disais, on est passé de 6,1% au troisième trimestre à 6,4%. Voilà, tout logement confondu. Et donc, c'est un peu exceptionnel, parce que d'habitude, le quatrième trimestre, habituellement, la saison fait que les chiffres baissent un peu par rapport au troisième. Voilà, non, ça continue à monter. Que va-t-il se passer dans les... ça, non, c'est pas pour tout de suite. Un peu de suspense. Voyons un peu plus dans le détail les logements. Maintenant, on va passer aux appartements, qui représentent à peu près 70% du marché, les appartements d'Île-de-France. Donc là, pas grand-chose à vous dire de différence par rapport à l'ensemble des logements, sauf que vous voyez, ça a un petit peu moins bien marché, les logements, ça c'est l'appétit pour la maison. On est à plus 2 au lieu de plus 4 sur l'ensemble, mais en annuel, on est à moins 12, puisque c'est forcément, comme c'est quand même le gros du parc de mutation, c'est moins 12 d'appartements ont entraîné à moins 12 sur l'ensemble des logements. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est l'augmentation des prix qui, elle, est un peu plus faible. De 6,7, on passe à 6,1. Donc, les prix, ça se sont un peu assagis, si on peut dire, au quatrième trimestre. Les mois prochains, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, là, on voit qu'il y a un coup de frein de la hausse, parce qu'on passe de 6,1 à 2,2. Donc, forcément, ça se traduit par des trimestres négatifs. C'est ce que je vous disais. Si vous voulez regarder au trimestre, on voit que la variation des prix est de moins 0,5. Est-ce pour autant une baisse? Moi, j'ai pour habitude, et les statisticiens disent toujours que entre moins 1 et plus 1, on est stable. On peut dire que ça baisse ou que ça monte. Bon, si vous avez envie de dire que ça baisse, vous pouvez le dire. Mais moins 0,5, moi, je considère qu'on est en stabilité. Par contre, effectivement, on voit que cette augmentation des prix se calme.
Et forcément, quand on va cumuler des trimestres à 0,5 ou à plus ou moins 0,5, on va arriver petit à petit en 2021, peut-être dans 6 mois, à vous annoncer des chiffres un peu négatifs, avec du -1, du -1,5, mais ce n'est pas pour tout de suite en tout cas. Voyons voir les maisons, le marché des maisons en Île-de-France, où là, alors là, on voit vraiment cet appétit pour la pierre. Le 4e trimestre, on voit du +8 à gauche, vous voyez, +8 par rapport au T4 qui était déjà vraiment exceptionnel, au T4 2019, et +29%. Donc c'est vraiment la maison en Île-de-France est à la mode comme partout en France. Et donc forcément, là aussi, comme il y a beaucoup de volume, ça se traduit toujours influence sur les prix, où on voit que la tension est plus forte, puisqu'elle passe du T3 au T4 de 4,8 à 7%. Donc ça, quand même, une augmentation de 7%. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans, où en 2010, on avait vu une augmentation des maisons en Île-de-France de 8,8%. Ça, c'était aussi un côté un peu pierre refuge à l'époque, après cette crise financière. Voilà, donc c'est une augmentation très forte des maisons. À quoi peut-on s'attendre dans les mois suivants sur les maisons? Là aussi, il y a un coup de frein un peu moins fort, puisque on passerait de 7 à 5,5%, comparé aux appartements qui est de 2,2. C'est une augmentation un peu plus forte quand même, 5,5% sur toute l'année. Bon, là aussi, on pense que c'est vraiment cette saisonnalité qui s'est un peu décalée aussi. Vous savez que, bon, là, je vous parlais de la mode du marché immobilier qui se fait au printemps, mais pour les maisons particulièrement, on le voit très bien là, sur ce graphe, on voit les vagues. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation assez forte au printemps, généralement en automne, il y a moins d'appétit pour la maison. Forcément, ça se traduit par une détente du marché et les prix qui augmentent moins fort. Et là, comme il y a eu une année qui a été décalée, eh bien, cette saisonnalité, au lieu d'être en automne, s'est faite plutôt en hiver. Voilà comment on peut traduire cette petite, le léger assouplissement de tension. Voyons pour Paris maintenant. Paris, vous voyez que là, tiens, en volume, sur le 4e trimestre, on est en négatif, à -4. Et donc ça traduit tout simplement que à Paris, ça fait quand même pas mal d'années. On le voit depuis 2017, ces volumes, c'est pas que le confinement cette année de 2020, les volumes baissent régulièrement, et là particulièrement, on voit vraiment bien sur ce graphe, on est à -16%, c'est vraiment le marché qui a été le moins fluide. Mais bon, encore, c'est du -16 par rapport au confinement qui pouvait entraîner une baisse de -1. Donc, c'est quand même resté fluide, mais moins que le reste de la région parisienne. Et alors, du coup, on en arrive à quoi? On en arrive à ce plancher des 30 000 transactions, ou ce seuil. Est-ce que c'est un plancher? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est 30 000 transactions sur Paris. C'est souvent, on l'a vu en 2009, on l'a vu en 2011, vous voyez bien sur le graphe, quand on atteint ce seuil de 30 000 transactions par an, c'est suivi souvent d'une baisse. Ce qui nous fait dire que, oui, peut-être qu'en 2021, les prix vont se détendre, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que des augmentations comme ça, depuis 5 ans, à raison de entre 5 et 8% par an, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, il était temps que ça se calme. Voilà, alors on n'a pas atteint les 11 000 € du mètre, comme vous pouvez le voir. Le record était en novembre. En novembre de 2020, on a atteint 10 850. Donc, pour rebaisser maintenant à 10 790, ça c'était au T3, c'est sur les 3 mois. 10 770, c'est sur l'ensemble du 4e trimestre. Et à quoi peut-on s'attendre sur les mois prochains? Eh bien, ces 10 770 vont devenir 10 610. Donc, voilà, là c'est vraiment un coup de frein encore un peu plus fort, puisqu'on passe d'une augmentation annuelle de 5,4 à 0,8. Mais oui, parce qu'à chaque fois qu'on cumule, comme je vous disais, des trimestres qui sont, au lieu d'être à +2 ou +1,5, comme on a pu le voir dans le passé, là, on cumule déjà là 3 trimestres qui sont aux alentours de 0,5, plus ou moins 0,5. Et donc, forcément, ça impacte sur l'annuel. On arrive à 0,8. On arriverait à 0,8 en avril 2021. Mais pour autant,
Et c'est là où on ne pense pas que ça va… vous voyez, on voit bien qu'il y a un petit plateau. Et ça traduit assez bien la résistance des prix à Paris. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des baisses, on l'a constaté, on voit qu'il y a, mine de rien, c'est quand même la capitale, et il y a une appétence, même si on peut faire du Paris bashing, les prix résistent et on le voit bien, nous, dans nos études. Et pour tous ceux qui font de la négociation, on le savent bien, même en janvier ou février, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réajustement des prix à Paris. Et les vendeurs qui entendent parler de ce retournement se disent, bah oui, du coup, je vais arrêter de vendre des prix qui sont au-dessus de leur valeur. C'est plus la peine d'espérer de vendre. De toute façon, il n'y a plus l'étranger qui va acheter, qui ne connaît pas le marché et qui va acheter du marché. Celui-là, il n'existe plus. Et donc, il va falloir que j'impacte un petit peu les défauts sur mon prix. Et aujourd'hui, quand on arrive à convaincre les vendeurs en disant soyez un peu plus raisonnable, et ben on vend sans aucune négociation du studio aux 3 pièces. C'est peut-être pas tout à fait le même cas pour les 5 pièces. Le marché est un peu plus délicat pour les appartements de grande taille. Mais voilà, nous, ce qui nous fait penser que, mais je laisse Sven sur la question le dire, puisque c'est lui qui a sa boule de cristal, ce qui va se passer en 2021, mais moi je lui demande ce qui va se passer en 2025. Ouais. Alors, voyons un petit peu la carte. Maintenant, de Paris. Vous voyez toujours ce croissant un petit peu sur le graphique de gauche, ce croissant à gauche, là le 18e faisait partie du croissant, maintenant il est passé au-dessus des 10 000, donc maintenant il est passé dans la case des arrondissements de gauche, entre 10 000 et 12 000. Bon, rien de révolutionnaire par rapport au précédent trimestre. Ce qu'on peut dire, vous n'avez pas là, mais c'est que sur les quartiers les moins chers et les plus chers qui ont été donnés dans le dossier de presse, le quartier le moins cher, qui est maintenant La Chapelle, dans le 18e, est à 8 230, alors que le quartier le plus cher est à Saint-Thomas-d'Aquin, dans le 7e, à 15 200. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce ratio entre ces deux quartiers, les plus chers et les moins chers, baisse depuis comme maintenant 5 ans au moins, pour être à 1,8. Parce que j'ai vu dans la presse que le ratio montait. C'est pas vrai. Le ratio continue à baisser à 1,8. Et je vous rappelle qu'il y a 20 ans, il était de 5. Donc c'est vraiment, ça montre bien que Paris se gentrifie. Et on va voir si justement peut-être que c'est maintenant cette gentrification va passer à la banlieue. Pour quelques records, des amateurs de records, on a enregistré au T4 une vente à Saint-Thomas-d'Aquin de 118 mètres carrés à 33 322 € le mètre carré, quand même. Il y avait un parking. Bon, pour ce prix-là. Suivi comme autre record de Notre-Dame-des-Champs, un 182 mètres carrés, un peu plus grand, à 32 385 € le mètre carré. Voilà un petit peu pour les records. Ce qu'on peut constater aussi, vous le voyez sur la carte de droite, dans les augmentations, il y a eu une panne, on peut dire, dans le 7e, puisqu'ils sont à moins 0,4 sur l'année. Et vous voyez que maintenant on arrive à, ça nous fait une moyenne dans le 7e arrondissement de 13 500 € le mètre carré, comparé au 5e, qui lui a augmenté de 8,5, donc c'est celui qui a monté le plus. Eh bien, il n'y a plus que 20 € de différence. Et donc, si on continue comme ça sur cette lancée, je pense que la prochaine conférence de presse, on va pouvoir annoncer que le 5e arrondissement dépasse le 7e et est devenu le 2e arrondissement le plus cher de Paris. Hormis le 4e arrondissement. Oui, je vois M. Rédaton qui cherche sur la carte. Il n'y a plus le 4e arrondissement puisque c'est maintenant, depuis les élections municipales, nous ne parlons plus que de Paris-Centre. Et donc, nous avons enlevé les statistiques des 1, 2, 3, 4. Et c'est vrai que le 4e, si on isole, il est encore le 2e arrondissement plus cher. Il est à 13 560 au 4e trimestre. Voilà. Mais sinon, c'est quand même très intéressant de noter que le 5e pourrait dépasser le 7e. Voilà pour Paris. Maintenant, la petite couronne. Alors, vous avez les volumes ici, où on voit les baisses d'activité qui sont quand même limitées et assez homogènes. Dans toute la petite couronne, on arrive à 44 000 transactions sur l'année, ce qui est quand même très, très honnête.
C'est vrai qu'on est à moins 11, mais comme je vous disais, ça aurait pu être moins 20. Bon, donc, ça se traduit assez bien, puisque par rapport aux 10 dernières années, on est quand même à plus 3%. Donc, voilà, ce marché, c'est le plus dynamique de l'Île-de-France. Je rappelle, les appartements de petite couronne, ça représente 28% des ventes totales de toute l'Île-de-France. C'est le marché le plus gros. Voilà. Donc, quand vous voulez savoir ce qui se passe, c'est vraiment celui-là qu'il faut regarder. Bon, alors que tout le monde regarde toujours que Paris, mais bon, on n'a pas que Paris. Et c'est vrai que l'année dernière, ce marché des transactions en petite couronne, c'est un peu là où ça s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de Parisiens qui ont voulu avoir plus d'espace et qui sont partis et qui ont franchi le périph' pour aller en petite couronne. Et forcément, ça s'est traduit par une forte augmentation des prix, vous allez voir. Ensuite, voilà, sur les maisons petite couronne, là par contre, c'est le marché le moins important d'Île-de-France. C'est un marché très très restreint, donc on est toujours un peu hésitant sur les commentaires. On préfère parler des maisons de grande couronne, où là, c'est quand même, il y a beaucoup plus de transactions. Vous voyez, bon, là, il y a eu une baisse de 19%. On pense que ce recul de volume est dû peut-être plus par un manque d'offres, parce que tout simplement, quand vous avez votre maison en petite couronne, vous vous accrochez dessus et vous ne voulez pas la lâcher. Vous êtes tellement content de l'avoir trouvée que vous ne voulez plus la revendre, et ce qui explique qu'il y a moins de transactions. Alors, sur les prix appartements de la petite couronne, vous voyez que là, on arrive à un record de prix au mètre carré à 5 320 € sur l'ensemble de la petite couronne. C'est un chiffre jamais atteint. C'est vraiment, ça montre bien la tension qu'il y a en ce moment dans la proche banlieue. Et ça nous fait on obtient une augmentation de 7,5% sur un an. Voilà, alors compris entre 7 et 9 selon les départements. Et vous voyez ensuite sur le tableau d'en bas, sur ce à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir, cette augmentation qui se calme aussi. C'est toujours cette influence de Paris, cette tache d'huile qui se fait relativement souvent. Donc là, vous voyez, l'influence de Paris, un peu moins de transactions font qu'il va y avoir un petit coup de frein sur l'augmentation qui va passer à 4,2%. Les maisons petite couronne, comme je vous le disais, toujours un marché compliqué à comprendre et à commenter. On arrive tout de même, là aussi, à un record. La maison en Île-de-France, en petite couronne, est à 411 300 €, un prix jamais atteint. Et cette augmentation de prix, vous voyez, 9%, c'est énorme, sur un an. Bon, c'est pas les 20% des années 2010 et 2011, mais 2010 et 2011, c'était tellement particulier parce qu'il y avait cette pierre refuge. 9%, voilà, il était temps que ça se calme. Et donc, on voit que dans les mois prochains, ces 9% vont passer à 5,2% d'augmentation annuelle. Donc voilà, on voit que ça se calme un petit peu et c'est peut-être pas plus mal. Voyons maintenant les volumes en grande couronne. Donc, volume en grande couronne, d'abord les appartements, c'est le marché qui a mieux résisté. Vous voyez que c'est vraiment, il s'est pas mal passé de choses dans cette grande couronne. Les volumes ont été très importants, très très fluides. Est-ce que, j'ose à peine me dire, les gens ont respecté un peu moins le confinement? Je ne sais pas. Ça s'est dit en tout cas. Mais en tout cas, il y a eu plus de transactions que d'habitude et on est à moins 9 au lieu, comme je vous disais, on a pu s'attendre à moins 20. Vous voyez que sur les 10 dernières années, ça fait quand même une augmentation de 18%. Et ces appartements, c'est vrai que c'est un marché un peu spécial parce que depuis une quinzaine d'années, c'était un marché qui n'était pas très très dynamique parce que quand les gens allaient en grande couronne, c'était pour acheter une maison, c'était pas pour acheter un appartement. Et depuis 3-4 ans, on a vu petit à petit ce marché monter en transaction, plus d'appétit des Franciliens sur le marché des appartements en grande couronne. Ça veut dire aussi que le parc s'est augmenté, on a quand même construit à force, mais c'est un marché assez stable. Il y avait beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, mais beaucoup d'offres aussi. Donc pendant 2-3 ans, on a vu que c'était vraiment peut-être le marché idéal, parce qu'il y avait beaucoup de volume, mais également des prix très stables. Et là, forcément, il y a un moment donné où les volumes ont une influence sur les prix. Vous allez voir que cette augmentation de volume sur les appartements en couronne a fini par entraîner une augmentation des prix. Les maisons à droite, vous voyez que sur l'ensemble de l'année,
la crise sanitaire a été du coup beaucoup moins impactée. Vous voyez, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, -7 et -5% dans les Yvelines, qui est le département le plus cher d'Île-de-France pour les maisons. Là, ça n'a pas empêché une grosse fluidité. Alors, ça fait toujours étonnant de dire que c'était fluide à -5, mais si, c'était fluide. Les prix. Alors, les prix des appartements en grande couronne, vous avez le tableau d'en haut, c'est le 4e trimestre, toujours sur ces records, enfin, à force de monter, on obtient aussi des records, c'est le trimestre des records, aussi bien en volume qu'en prix, on arrive à 3 230 € le prix au mètre carré pour l'ensemble de la grande couronne en appartement, avec une augmentation, voilà, comme je vous disais, qui a fini quand même par augmenter à 5,2%, qui va se calmer quand même en fin d'année, enfin normalement en avril, on va arriver à une augmentation de 2,5. Les maisons. Alors les maisons, ben là vous voyez qu'on obtient des augmentations de prix très fortes aussi, à 6,2 au 4e trimestre, 5,6. Donc là, il n'y a pas vraiment de saisonnalité, alors qu'on pourrait s'y attendre, franchement. Donc c'est vraiment le marché un peu particulier, ces maisons en grande couronne. Les prix montent plus que les appartements, c'est nouveau aussi en 2020. Et on a aussi vous pouvez remarquer qu'on a atteint des records. En Yvelines, on a franchi le cap des 400 000, on arrive à 402 000 pour la maison. Et dans le Val d'Oise aussi, on a franchi le seuil des 300 000. Donc voilà, c'est vraiment le marché qui résiste le mieux. Et on voit que depuis 2 ans, il n'y a pas de saisonnalité. Vous voyez, sur ce graphe-là, vraiment, habituellement, il y a des vagues. Voilà, pas de vagues depuis 2 ans. Donc, l'appétit de la maison se traduit vraiment là. En conclusion, quels sont les faits marquants, les faits saillants? Vous voyez qu'il y a eu des différences de volume entre la province et l'Île-de-France, des différences de fluidité. Je rappelle, moins 4% pour la province, alors qu'il y a eu moins 12 en Île-de-France. Et si on regarde un peu l'Île-de-France, il y a aussi des différences de fluidité entre la grande couronne à -9, la petite couronne à -11 et Paris à -16. Voilà, pour les appartements. Donc ça, c'est quand même assez notable. On a vu aussi qu'il y avait un âge médian en Île-de-France qui a baissé pour l'acquéreur. Maintenant, l'âge d'acquéreur en Île-de-France, l'âge médian est de 36 ans pour les appartements, alors qu'il était de 37 ans l'année dernière, et il y a 10 ans, il était de 38 ans. Et bien, c'est valable aussi pour Paris. On a regardé et on a vu qu'à Paris, l'âge médian de l'acquéreur est de 38 ans, et il était de 39 en 2019, et il était de 41 ans en 2010. Bon, ça s'explique assez bien. C'est tout simplement ces taux d'intérêt qui sont très bas et qui ont solvabilisé pas mal de jeunes, même s'il y a eu des conditions de crédit un peu plus resserrées en 2020. Ces taux font qu'il y a plus de jeunes sur le marché aujourd'hui qu'avant. Que peut-on noter aussi? C'est des différentiels de prix, d'augmentation des prix entre les appartements qui étaient de 2,2 par rapport aux maisons qui étaient de 5,5, et ce coup de frein qui a dû se faire en fonction des marchés, qui s'est fait au retour, vous l'avez peut-être tous senti, au retour de l'été, où on a senti quand même un petit coup de frein. Mais pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce coup de frein est vraiment très fort. On le voit nous, dans nos études. C'est assez bizarre, c'est assez chaotique, mais pas chaotique comme l'année dernière avec ces confinements, mais plus chaotique. Pendant 15 jours, il y a plein d'appels, et puis d'un seul coup, plus beaucoup d'appels. Et ce n'est pas forcément les vacances, parce que j'ai interrogé pas mal de personnes dans la négociation qui me disent que même depuis qu'il y a des vacances scolaires, là, il y a beaucoup d'appels. Donc en fait, c'est peut-être de manière psychologique, les gens se disent « Ah, il va y avoir un confinement, ben, je ne cherche pas, c'est pas la peine. » Ou alors si, tiens, de ce coup, ben non, en fait, il n'y a pas un confinement, bon, ben, on se dépêche de retourner à l'achat et de retrouver un bien. Donc c'est des stop and go qu'on a du mal à expliquer, mais qui existent et qui se traduisent en définitive par un appétit toujours assez fort sur la pierre. Donc voilà, ça nous fait dire que ce marché va se détendre, heureusement, mais pas de manière très très forte comme certains pourraient s'y attendre. C'est un peu ce qu'on a envie de dire, parce que c'est vrai que quand il commence à y avoir des retournements comme ça, les gens disent « Ah, je vais attendre ». Ouais, mais là, vous n'attendez pas à des baisses fortes. Donc pourquoi attendre?
en réalité. Petit focus aussi, en conclusion, sur les étrangers. Les étrangers non résidents, on a regardé un peu dans nos bases en 2020. Ça n'étonnera personne, mais les étrangers non résidents ont été, comme acquéreurs, 1,8% des acquéreurs. C'est le chiffre le plus bas depuis 20 ans. Ce qui explique pourquoi, effectivement, de toute façon, ils ne peuvent pas venir. Mais là, c'est des étrangers non résidents, hein, j'entends bien, parce que les étrangers résidents continuent à acheter, il n'y a pas de problème. Alors, pour faire une petite liaison avec sur les bâtons, je voulais vous montrer les focus que nous avons fait. Un, pour voir déjà ces tendances, est-ce qu'elles sont lourdes ou pas, et donc on a fait un focus sur les décotes de prix quand on franchit le périphérique. Et donc, on avait déjà fait cette carte, vous pouvez la passer, voilà, où on voit la différence de prix entre les quartiers administratifs qui sont juste à côté du périph' dans Paris et les communes de l'autre côté du périph'. On voit très bien que à gauche et à droite, à l'est et à l'ouest, il y a très très peu de différence entre avant ou après le périph'. Quelquefois d'ailleurs, même à Neuilly, c'est quelquefois plus cher qu'à l'intérieur de Paris. Bon. En revanche, on voit bien les flèches rouges, vous voyez au nord notamment, un peu au sud. Là, il y a quelquefois des différences de 30, 40, voire 50% de différence quand on franchit le périph'. Donc on se dit que le Grand Paris n'est pas encore là, la gentrification ne se fait pas de manière identique partout. Bon, maintenant on peut se poser des questions, de savoir si les Jeux Olympiques à Saint-Denis font que d'ici 3-4 ans, Saint-Denis ne sera plus, il n'y aura plus de flèche rouge, mais peut-être une flèche orange. Mais je trouve que ce graphe est intéressant, notamment quand on veut investir en banlieue proche, à du métro, encore, là où il y a encore un peu de métro, et on voit que les prix peuvent tomber de 20-30%, alors que les loyers ne baissent pas pour autant de 20-30%, parce que là, ils ne sont pas limités. Donc, c'est une carte assez intéressante quand on veut investir en banlieue. Voilà. Mais bon, on a dit, je sais que pas mal de journalistes m'ont demandé si ce flux de Parisiens qui partaient en petite couronne était gros et influait sur les prix. On le voit là, c'est des mouvements quand même assez longs et lents à se traduire. Et ça va un petit peu dans le sens de, je crois, que vous allez nous dire de ce qui va se passer dans 10 ans. Et on le voit alors aussi sur le graphe prochain. Parce que sur le graphe prochain, on a mis en exergue ce côté un peu centripète des Parisiens qui vont en petite couronne et des Franciliens de petite couronne qui vont vers la grande couronne. Et on voit, comparé sur des semestres des 10 dernières années, on voit que c'est pas énorme. On l'a fait aussi dans la France entière à la conférence de presse de décembre, d'ailleurs, où on voit l'Île-de-France qui va un peu dans le Loiret, en Normandie et autres. Et bien là, vous voyez, c'est des plus 1 à plus 3% d'augmentation d'acquéreurs. C'est des mouvements quand même, en définitive, assez faibles. Et on s'est dit que cette carte, on allait la refaire à la fin de l'année 2021 pour voir justement si ces mouvements s'accélèrent comme on pourrait peut-être un peu le penser ou pas. En tout cas, quand on interroge des confrères, notamment tout à l'heure, j'avais un confrère de Moret-sur-Loing qui nous disait qu'à Moret-sur-Loing, il y avait en résidence principale beaucoup d'acquéreurs du centre de la région parisienne, ou parisiens, ou vraiment qui venaient du 93 ou 94. Donc peut-être que ce chiffre de plus 1 à plus 30% risque d'augmenter, mais donc on refera cette étude et on vous la remontrera lors d'un prochain film. Voilà, je crois que maintenant, je vais laisser la parole à Robin, qui va nous dire si, avec sa boule de cristal, il confirme ou pas mes propos. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Thierry. Je n'ai surtout pas de boule de cristal. Et si vous voulez du sensationnalisme et de la prévision, passez votre chemin, parce que je ne crois pas que ce sera l'objet de ce propos. Dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est plutôt de voir quelles sont un peu les grandes tendances, au-delà des indicateurs de prix qui prennent un peu la température flash à un moment donné du marché. Quelles sont un peu les grandes tendances qui aujourd'hui façonnent les prix de l'immobilier, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut attendre, sachant qu'on a vécu une crise absolument extraordinaire, donc avec j'appelle l'immobilier au révélateur de la pandémie,
Et face à ça, dans cette crise, comme souvent, beaucoup de gens ont voulu y voir une rupture, quelque chose de nouveau, un monde très différent de ce qu'on connaissait qui allait naître. La réalité est évidemment bien différente. On est beaucoup plus sur l'accélération de tendances préexistantes, de choses qui étaient déjà là, peut-être de moindre importance, mais qui ont cru que réellement de rupture. Et souvent, quand on est dans ces moments un peu de flottement, on se raccroche à des exemples individuels, des trajectoires personnelles, comme ce qui pourrait être indicatif du futur global. Et forcément, c'est une très mauvaise façon de raisonner, parce qu'en fait, les gens qui vont être les premiers à bouger sont souvent ceux qui représentent le moins la moyenne d'une population. Donc, on a souvent des effets loupe. On a vu plein les journaux et les JT de gens qui ne représenteront jamais la population moyenne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en évidence. Et puis, ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement les trois marchés avec trois slides sur le logement, le bureau et le tertiaire. Si on peut passer les slides, s'il vous plaît, et aller jusqu'à la slide logement. Hop là. Merci. Sur le résidentiel. Donc, sur le résidentiel, vous l'avez très bien dit, le résidentiel, c'est un marché de masse. C'est un marché qui obéit d'abord et avant tout à la démographie. Il y a de l'offre, il y a de la demande, mais à la fin des fins, dans le résidentiel, c'est la démographie. Et qu'est-ce qu'on a sur la démographie aujourd'hui? La démographie, c'est d'abord les naissances et les décès d'un côté, et puis après, c'est les migrations. On a beaucoup parlé des migrations, et personne ne parle des naissances et des décès. Juste pour donner un chiffre, parce que je pense qu'il est assez symptomatique, l'Île-de-France, 12,4 millions d'habitants, c'est 20% de la France métropolitaine, à peu près, grosso modo. C'est 85% de l'excédent démographique du pays. Qu'est-ce que l'excédent démographique? Ce sont les naissances moins les décès. L'Île-de-France, c'est 85%. C'est juste absolument gigantesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Île-de-France, naissent les enfants qui eux-mêmes feront des enfants demain. Et inversement, c'est-à-dire que dans des territoires non franciliens, vieillissent des personnes qui ne feront plus d'enfants. Donc les trajectoires de démographie sont des trajectoires c'est des ciseaux qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on les rattrape pas, c'est vraiment des phénomènes très puissants. L'INSEE a fait paraître une étude sur la fécondité très récemment et a montré que la fécondité des femmes dans les territoires métropolitains était supérieure à ce qu'elle était dans le reste du pays, quand bien même l'âge du premier enfant se faisait plus tard. Donc on a un phénomène extrêmement puissant qui est un phénomène démographique qui nourrit pour des années la demande de logement dans le territoire francilien. C'est vraiment, et ce chiffre de 85, il était seulement de 60% il y a une dizaine d'années. Ça donne envie de construire, ça. On va y venir. Le deuxième point, c'est les migrations. Effectivement, il y a des migrations. Alors, je passe le sujet des migrations internationales. L'Île-de-France a une balance qui est positive avec le reste du monde, mais c'est pas ça qui nous intéresse en l'occurrence. On va regarder les migrations à l'intérieur du pays. Quand on regarde les migrations à l'intérieur du pays, des chiffres de 2016, donc avant la crise, il y a 80 000 personnes en net. Il y a plus des gens qui viennent et qui viennent, mais quand on fait le bilan, la balance, on est à 80 000 personnes qui quittent le territoire chaque année. Qui sont-ils? Un gros tiers de ces ménages, donc ça nous fait grosso modo 28 000, 29 000 ménages. Un gros tiers de ces ménages sont des retraités. C'est le fameux mouvement de Paris vers le sud il y a quelques années, et maintenant de plus en plus vers l'ouest, avec toute la partie de La Rochelle jusqu'à Bordeaux, et sur le versant ouest de la Méditerranée, notamment les Pyrénées-Orientales depuis quelques années. Il reste 22 000 ménages. Sur ces 22 000 ménages qui sont actifs, dont la personne de référence, donc voilà, la personne de référence est active, nous dit l'INSEE, il y en a un tiers qui va dans les départements connexes à l'Île-de-France, le bassin parisien, comme on l'appelle dans l'ancienne terminologie. Vous en avez parlé, des gens qui vont dans le Loir-et-Cher, qui vont dans les fameuses villes TGV, Vendôme, Le Mans, Tours, Orléans, jusqu'à Reims et puis Lille, avec beaucoup de Vendôme, 47 minutes depuis la gare de Montparnasse. Donc ça, quand on vous dit ça, vous vous dites je vais y réfléchir. Et donc on a seulement 22 000 ménages qui quittent l'Île-de-France pour aller en dehors. Et où vont-ils? On nous a beaucoup parlé de la ruée vers la campagne, la fin des métropoles. Tout le monde veut habiter à la campagne. La réalité, c'est que pour une très grande partie d'entre eux, ils vont dans des métropoles régionales. Voilà, la réalité, elle est là. C'est des gens qui vont à Bordeaux, c'est des gens qui vont à Nantes, c'est des gens qui vont à Lille, à Marseille. Ils vont dans les métropoles régionales, à Rennes maintenant aussi, qui a attiré pas mal, la dizaine de métropoles régionales qui forment un peu ce collier autour de Paris. Et très peu vont réellement se mettre en situation de ruralité
Le deuxième point on a rarement en tête, c'est que dans les décisions de relocalisation des ménages, on pense toujours au travail. Donc effectivement, on se dit le télétravail permet de tous travailler à distance, très bien, et c'est vrai, aujourd'hui on a vécu cette expérience-là. Je reviendrai un peu sur la réalité et la continuité de cette expérience-là, mais en tout cas, on a vu qu'il était possible de produire un certain nombre de services intellectuels à distance. Mais dans le choix de localisation des ménages, quand on les interroge, il y a le travail et puis il y a l'école, qui est un choix majeur, quand les gens ont construit des stratégies éducatives pour les enfants, parfois on le voit à Paris, avec des stratégies qui sont quand même extrêmement complexes, ils ne vont clairement pas les abandonner pour partir d'un seul coup, sur un coup de tête. Donc, quand on retranche cette catégorie-là, on voit que les personnes qui sont les plus susceptibles de partir sont une population extrêmement jeune, qui, de toute façon, aurait fait sans doute une migration, parce que Paris n'était qu'une étape pour l'enseignement supérieur ou pour le premier emploi, et donc qui vont pouvoir partir, encore une fois, plutôt en métropole régionale. Ces arrivées sont aussi très significatives, parce que comme elles vont des bassins versants vers des bassins récepteurs qui sont beaucoup plus petits, évidemment, elles ont des effets disproportionnés à l'arrivée. Si 22 000 ménages quittent l'Île-de-France, c'est quasiment invisible, pour être honnête. Si vous avez 1000 ménages sur ces 22 000 qui arrivent dans une ville moyenne, vous venez de faire exploser complètement la demande. Le troisième point que j'aimerais souligner, c'est que dans la demande de logement, on a eu un très très gros moteur du crédit depuis maintenant une dizaine d'années. On a eu des politiques monétaires extrêmement expansionnistes qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de l'humanité. Qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des taux de crédit et des durées d'emprunt qui ont considérablement augmenté, et avec des LTV, donc des capacités d'emprunt de la somme totale empruntée qui sont extrêmement fortes. J'en profite pour rappeler que la France en ce domaine est un paradis absolu. Il y a 2 pays dans le monde où vous pouvez emprunter sur 25 ans avec des taux qui se baladent entre 1 et 1,5. C'est la France, et pour 100%, voire parfois plus de 100% de biens, c'est la France et l'Allemagne. Vous allez dans n'importe quel autre pays, c'est 80% à 2% de taux d'intérêt, et avec un taux qui n'est pas fixe, mais un taux qui est variable. Donc, ça, c'est un moteur qui a été très largement allumé, qui a participé énormément à la croissance des prix du résidentiel depuis une décennie. C'est un moteur, après c'est un avis personnel, qui ne peut pas aller beaucoup plus loin, tout un tas de raisons, notamment des raisons réglementaires, mais c'est pas un moteur qui va s'éteindre non plus. La politique monétaire expansionniste ne va pas demain être terminée, et donc on a quelque chose qui est quand même là appelé pour durer, et les chiffres que vous mentionnez sur l'âge médian sont pour moi extrêmement intéressants, parce qu'ils montrent qu'il y a vraiment aujourd'hui une solvabilisation assez forte de la demande qui a été faite depuis une dizaine d'années. Le montant, d'ailleurs, l'année dernière, la Banque de France nous dit que le montant des crédits immobiliers était record. Record, tout à fait. On est arrivé à des niveaux qui sont extrêmement importants. Ce n'est pas de renégociation, c'était vraiment des crédits. Les nouveaux crédits, tout à fait. En plus de ça, on a aussi le phénomène des investisseurs locatifs. On sait qu'on a fait l'année 2020 exceptionnelle, au sens où la part des achats immobiliers à visée locative, d'après les réseaux d'agences, a explosé. On est passé à 29% des achats. Donc, c'est quand même, on est sur une demande qui se tourne de plus en plus vers ce marché-là. Je donne un chiffre ici. On a 5 millions de multipropriétaires aujourd'hui en France, donc des gens qui ont plusieurs biens immobiliers, en augmentation de 30% par rapport au début des années 2000. Donc, c'est quand même loin d'être anecdotique. On parle de 1,5 million de personnes supplémentaires qui sont devenues multipropriétaires depuis les années 2000. Et on sait, les statistiques sont de la Banque de France, qu'on a 200 milliards d'épargne supplémentaires, excédentaires, qui ont été accumulés depuis le début de la crise, et qui le seront au 31 décembre 2021. Réfléchissons 5 secondes sur ces 200 milliards, ne serait-ce qu'une partie mineure, 10% qui est leveragé avec un taux à 4 ou 5, vous vous retrouvez avec tout d'un coup un investissement dans la pierre qui est absolument gigantesque. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il y a une très très forte tension sur un certain nombre de biens. Je pense par exemple à des studios, des T1 étudiants dans certaines villes qui ont beaucoup monté, les villes de la vallée de la Loire, Angers notamment, mais c'est aussi le cas à Nantes, avec une très très forte demande d'investissement locatif qui évidemment est aussi un facteur de soutien à la demande. Là, qui vont avoir peut-être des soucis, ces investisseurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de locataires dans les terres.
Alors, pour l'instant. Mais après, là aussi, c'est que ces investisseurs, ils n'investissent pas pour l'année 2021, ils investissent sur 20 ans. Oui. Et donc, le nombre d'étudiants dans le pays étant ce qu'il est, et la démographie aussi jouant, à moins que les gens arrêtent tous leurs études, à la rentrée 2021 ou à la rentrée 22, ils retrouveront des locataires. Et face à ça, il y a la question de l'offre, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des choix et on a des demandes, et puis on a de l'offre. Et l'offre, elle est quand même en chute libre. Alors sur le neuf, vous me direz le neuf, c'est pas grand-chose, c'est 1% du parc. Oui, mais c'est 1% du parc au global national. C'est beaucoup plus dans les zones où où il y a de la demande qui est forte. Et je livre juste un chiffre. Sur les mois de septembre, octobre, novembre 2020, on a eu 10 100 permis de construire qui ont été autorisés sur la métropole du Grand Paris, 10 200, nous étions à 17 000 l'année d'avant. Alors même que ce trimestre-là était un trimestre de rattrapage, c'est-à-dire qu'on avait toutes les demandes qui avaient été déposées entre mars et on va dire juillet ont été instruites dans cette période-là et donc devaient tomber entre septembre et novembre. On a fait moins 60% d'autorisation. Donc l'effet du neuf, même si encore une fois j'entends beaucoup de gens qui disent c'est petit, oui c'est petit, mais ça pousse, c'est un peu ce qui pousse le reste aussi. Il y a un petit effet de domino. Et donc, je pense qu'on a une offre qui est en train de se tarir. Et donc, on n'est pas du tout à l'abri qu'avec une demande qui reste très forte, on a une offre qui se tarit. Forcément, ça veut dire que les prix, plutôt ont tendance à se maintenir. Voilà, je close sur le résidentiel. Après, on pourra avoir un échange rapide. Si vous pouvez passer à la slide suivante sur la partie bureau. Le bureau, là aussi, alors là, ça a été les articles ont fait florès sur le fait que le bureau était un actif périmé, terminé. Voilà, faut acheter du bureau aujourd'hui, il fallait être un peu fou. Tout le monde télétravaille de chez soi et tout ira bien. La réalité, c'est que c'est plus complexe. Déjà, je vais vous livrer un chiffre. C'est le chiffre de la surface moyenne par salarié. Donc, toutes comprises. Hein. Là-dedans, vous avez et les sanitaires, et le hall d'accueil, et les gaines techniques. Mais c'est la surface moyenne par salarié en Amérique du Nord, selon Cornet, qui est un outil statistique assez robuste. Elle était de 21 mètres carrés par salarié en 2010. Alors, c'est les États-Unis, il y a de la place. Elle était de 14 mètres carrés en 2017. Moins 33% en 7 ans. Qu'est-ce qu'ont fait les prix du bureau aux États-Unis dans l'intervalle? Je pose la question, ils ne se sont pas effondrés de 33%. Sûrement pas. Dans les zones tendues, ils ont plutôt explosé d'ailleurs, à l'inverse. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette classe d'actifs, elle est capable d'absorber une baisse du volume servi sans que ce soit traduit de manière isométrique dans les prix. C'est juste un premier point que je livre. Le deuxième point, c'est de là où on part. Le parc francilien, en situation, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Je me réfère à l'OIRE qui fait son travail de manière très bien et qui nous dit que le parc francilien, ce qui veut dire obsolète ou pas, on ne sait pas. Ça, c'est une catégorie qui n'existe pas. On sait que le parc francilien en situation de vacances durables, donc qui ne trouve pas de locataires, donc a priori on se doute que si on ne trouve pas de locataires, c'est pour une bonne raison. Ce parc-là, il est de 1%. 1%, c'est quasiment rien. C'est vraiment, pour vous donner une ordre d'idée, le parc en situation de vacances durables à Manhattan, c'est de 15%. Donc, ça nous laisse un peu de marge avant qu'il y ait un effet, un tsunami sur les prix. J'en arrive à la question du télétravail. Effectivement, on a tous vu le télétravail, on l'a tous vécu, on se dit que c'est génial. C'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à prendre des mesures de nouvelles organisations liées au travail. Et donc, ça va se faire. Mais est-ce que ça va se faire en 12 mois ou en 18 mois ou est-ce que ça va se faire en 5 ans? Ça va prendre du temps, cette histoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous commencez par discuter déjà avec vos IRP. Ensuite, vous faites une consultation interne. Il faut réorganiser les espaces. Si vous voulez avoir des gains de place extrêmement importants suite au télétravail, c'est-à-dire que tout le monde doit passer en bureau flexible. C'est une sacrée révolution quand même. Je veux dire, les entreprises qui l'ont fait réellement, elles sont pas si nombreuses que ça à pouvoir s'en targuer. Et c'est à ce prix-là que vous faites une réduction des espaces. Si les télétravailleurs travaillent 2 jours par semaine chez eux, ça ne veut pas dire que vous avez réduit votre surface de travail de 40%. Ça veut dire que tout d'un coup, vous la réduisez au mieux de 20%, et encore une fois, avec ces effets de durée dans le temps. Et puis, vous avez la durée des baux. Aujourd'hui, on estime qu'à Paris, la durée moyenne pondérée de la période des baux commerciaux, des foncières, des grosses foncières, j'ai regardé les plus grosses, se situe entre 3,5 et 4 ans. Donc, c'est pas quelque chose qu'on rend du jour au lendemain. On va payer des loyers pendant un certain nombre d'années. Et donc, ce qui me fait dire que on a devant nous, c'est sûr, une baisse de la surface de bureau. Il n'y a pas de doute. Mais elle va prendre 5, 7, 10 ans. Et donc, sur 10 ans, le parc est capable d'absorber ça. Et je livre un dernier point dans cette analyse. D'une part,
les Parisiens, les Franciliens sont beaucoup retournés au bureau. Hein. En septembre, on a été à 90% de retour au bureau, de retour à la normale. C'est Citymapper, donc l'application qui permet de se déplacer, qui mesure un peu les retours à la normale. Paris, 90% de retour à la normale en septembre. À Manhattan, 10% de retour à la normale au maximum. Donc, ça vous montre l'écart entre les modes d'organisation. Ça révèle quoi? Ça révèle qu'il y a peut-être des gens qui sont pas à l'aise avec le télétravail. Ça révèle qu'il y a peut-être des managers ou des organisations qui ne sont pas à l'aise avec le tout télétravail. Et donc, on est loin d'avoir quelque chose qui est encore devenu un phénomène majoritaire. Dernier point, parce que ça vaut le coup. Qui est-ce qui détient le bureau aujourd'hui en France? C'est pas monsieur et madame Michu. Aujourd'hui, le parc parisien, il est à 45% détenu, c'est 1500 immeubles qui sont détenus par des investisseurs institutionnels. Ça va être les grands assureurs, les grandes mutuelles, les grands fonds, un peu de SCPI. Aujourd'hui, on estime que la part du bureau dans le portefeuille de ces gens-là, c'est 52%, et le résidentiel, 20%, grosso modo. Et le reste, c'est du commercial. Vous pensez qu'ils vont pouvoir balancer les allocations de centaines de milliards de l'un à l'autre en claquant des doigts? Sûrement pas. C'est pas comme ça que ça se passe quand on gère des sommes pareilles. Donc, ça prend du temps de réallouer et donc, personne va tout d'un coup se mettre à brader ses actifs ou à les solder, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on n'a pas une pression des évaluateurs pour tout d'un coup avoir quelque chose qui doivent matérialiser des pertes de valeur et donc qui pousserait les gens à matérialiser les pertes de valeur et donc accepter des loyers qui soient en baisse ou accepter des valeurs de transactions qui soient en baisse. Donc, tout ça je dis que la tendance, elle est là, mais qu'il y a plein de petits freins qui font que la tendance qu'on nous annonçait comme ça, moi, je la vois beaucoup plus comme ça et que la pente, elle est sans doute beaucoup moins pentue qu'on le pensait. Dernier point à avoir en tête sur ces histoires de bureaux. Quand vous êtes une entreprise qui réorganise votre activité, que vous dites à vos salariés, vous pourrez venir télétravailler moins et que je vais réduire la surface. Vous vous localisez où? En périphérie ou en plein centre? Vous mettez en plein centre, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois? C'est que les loyers prime d'hypercentralité, ils trouvent très, très largement preneurs. Aujourd'hui, il y a très, très peu de gens qui se plaignent de ne pas trouver preneur sur la partie locative, tout simplement parce que, évidemment, à chaque fois qu'on voit des gens qui ont réduit sur le croissant ouest des surfaces, ils se relocalisent. C'est un peu un trade-off. On propose à leurs salariés plus de centralité en échange de moins de surface. Donc, moi, aujourd'hui, voilà, je suis très prudent sur les grands discours. Ce que je vois plutôt, c'est qu'on va avoir un déclassement accéléré du bureau obsolète, plutôt en grande couronne ou à la frontière de la grande et de la moyenne couronne, avec des bâtiments des années 70 ou 80 qui souffrent totalement des nouvelles réglementations énergétiques et du décret tertiaire, qui ne le passeront pas. On sait qu'ils n'y arriveront pas. Et donc là, c'est là où on peut avoir réellement une décote du marché assez significative, et encore une fois à condition que les gens qui les possèdent veuillent bien les vendre, et c'est pas du tout aussi évident que ce qu'on peut penser. Je passerai sur la dernière classe d'actifs, logistique et commercial. Alors c'est un tout petit peu moins mes sujets d'études immédiats, mais là aussi, si on prend la grande tendance, qu'est-ce qu'on a? Grosso modo, avant crise, on avait 11% de la consommation de détail des Français qui passait par Internet. Post-crise, on sera à 14. Ça fait une augmentation. L'Allemagne est à 19 et le Royaume-Uni à 24. Ça laisse de la marge. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Évidemment, quand vous êtes un investisseur de long terme, on se dit que la tendance, elle sera porteuse. C'est-à-dire que des surfaces de logistique ou de transport, demain, on en aura éminemment besoin pour répondre à ce volume de colis, de ce qu'on veut. Alors, dans ce chiffre-là, il y a aussi les services. Donc, vous avez par exemple la billetterie, vous avez un certain nombre de choses qui, évidemment, on ne va pas transporter par colis. Mais on se dit qu'évidemment, il y a d'espace. Et en plus, ces activités étant assez mal acceptées dans leur environnement immédiat, elles font du bruit, elles sont entre guillemets industrielles ou à vocation commerciale. Les peu de sites qui ont été sanctuarisés, évidemment, on a intérêt à les sauver, quoi. Ils ont plutôt une pression donc, évidemment, ils ont pris beaucoup de valeur. Mais là aussi, il faut se dire qu'il y a une disparité énorme entre cette logistique que tout le monde recherche, politique du dernier kilomètre, plutôt en cœur de ville, qui va permettre de distribuer les colis vraiment du dernier point de contact au domicile. Et là, c'est très recherché parce que on sait qu'on en a beaucoup besoin.
vis-à-vis d'entrepôts qui sont très très loin, très éloignés, qui ont une valeur foncière très très faible parce qu'en fait ils sont au milieu des champs, avec des champs, il y en a de partout autour, et que la valeur du bâti, bon bah ça reste de la logistique. Il y a un écart qui est absolument énorme. Et donc aujourd'hui, on voit tout le monde se ruer sur la logistique avec un effondrement des taux de capitalisation de la logistique. Aujourd'hui, la logistique prime, elle est un peu en dessous de 4%. On était quand même une quinzaine d'années, plutôt pas au double, mais quand même à des niveaux pas très loin, dans un secteur où, moi, quand je regarde les locataires, parce qu'après, c'est quand même ça qui est intéressant dans un secteur, c'est de se dire qui va payer les loyers à la fin des fins dans la valorisation d'un produit, dans un secteur où la marge des logisticiens, c'est pas non plus le Pérou, et elle n'est pas vraiment dans une phase où elle augmente de manière significative. Donc, dans quelle mesure ceux-ci vont être aussi capables d'absorber des hausses de loyer, c'est assez modéré. Sur la question retail, là aussi, le calcul, c'est le yin et le yang, si vous me permettez cette image. C'est-à-dire que si la consommation passe plus par le digital, elle passe moins par le physique. Si on se dit qu'elle passe moins par le physique, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de lieux qui deviennent soit moins intéressants, ou en tout cas dont la valeur de loyer ou de transaction est plutôt orientée à la baisse. Deux remarques par rapport à ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'épargne stockée qui va se traduire en partie par de l'investissement, mais en partie par de la consommation. Donc, il n'est pas dit qu'il y ait quand même un très fort rebond d'un certain nombre de zones commerciales sur la deuxième partie de l'année. Alors là, on se met à très court terme. Sur la question des pieds d'immeubles et autres, qui revient beaucoup en se disant est-ce que demain on va arriver à un scénario comme on peut le voir dans certaines villes, je pense à New York par exemple, où vous avez une vacance du commerce quasiment à 10%, à 9-10%, et une disponibilité des locaux. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de la vacance, il y a quelqu'un qui est prêt à vous céder son local qui est près de 30%. Donc là, on est sur des chiffres qui sont très élevés. Est-ce qu'on va voir ça à Paris, avec des boutiques, des rues qui vont avoir les boutiques fermées? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Peut-être. Aujourd'hui, la vacance est extrêmement faible. Évidemment, les faillites n'ont pas eu lieu, donc on a très peu de réalité sur ce que sera le marché demain. On estime dans des pays, alors encore une fois, je reprends les États-Unis, j'ai pas de passion spécifique, mais c'est parce que eux, ils ont pas de dispositif de soutien, donc ça nous donne un petit peu aussi des indicateurs de ce que ça pourrait être chez nous. On estime qu'à New York, il y a un restaurant sur 5 qui a fermé définitivement. On peut se dire que ça va faire des dégâts sur le tissu parisien ou francilien. Je rappelle juste que la durée de vie moyenne d'un restaurant à Paris, c'est 2 ans. Donc, la rotation, elle existe déjà, elle est déjà très, très forte. Alors, est-ce que ce cycle-là va accélérer la rotation et une génération qui, de toute façon, aurait laissé le pas de porte dans 24 mois, est-ce qu'elle le fera dans 12 mois? Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça va être structurel? Je sais pas trop, mais en tout cas, les gens qui, là aussi, plaident pour un retail apocalypse, qu'on dit parfois en anglais, ça me semble un peu exagéré. Je pense que le rebond de consommation va être assez fort sur cette partie d'année et qu'à long terme, il y a quand même un certain nombre d'activités qui peuvent passer en pied d'immeuble et qu'on a aussi un mouvement un peu tendance de long terme, qu'on a une occupation des immeubles parisiens résidentiels par des activités de services. Le bureau, c'est compliqué en pied d'immeuble, mais des activités de service, je pense notamment au médical, je pense notamment à certaines professions de service qui sont dans les étages, qui pourraient redescendre au rez-de-chaussée aussi si demain il y avait des baisses de prix assez significatives, des baisses de loyer assez significatives. Donc, j'ai du mal à croire, à acheter la thèse d'une vacance absolument systémique par rapport à ça. Voilà très grossièrement et très rapidement un peu des tendances de long terme. Moi, j'ai aucune prédiction à avoir une boule de cristal. D'une part, c'est pas mon métier, mais c'est pas. Je pense que personne n'en a. Mais je pense que en prenant un tout petit peu de recul, en dézoomant un petit peu sur cette situation qui reste malgré tout assez changeante, on peut voir dans quelle mesure cette situation est capable d'altérer des tendances qui sont les vraies tendances profondes. Le e-commerce, c'est la vraie tendance profonde. La démographie, c'est la vraie tendance profonde. L'attrait des familles pour l'éducation de leurs enfants et l'augmentation du décrochage du niveau entre les très bons établissements et les moins bons établissements, c'est la tendance. C'est pas on peut le réfuter, mais le regretter, mais c'est la tendance. Et donc, ces tendances-là, évidemment, elles sont impactées à court terme par la pandémie,
mais à long terme, elles me semblent quand même relativement insubmersibles par rapport à ces changements de très court terme, et elles militent quand même plutôt pour les phénomènes que j'ai décrits. Moi, j'ai peut-être une petite question. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à l'écran, mais on le sait, dans région Île-de-France, un accès au logement qui est relativement compliqué. Donc ça, c'est un problème sur lequel d'ailleurs la Chambre ici mène une réflexion. Est-ce que le thème assez récurrent du changement, ou de la transformation de bureaux vers le logement, est-ce que c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, bien sûr, mais est-ce que vous pensez que si on met en place des instruments qui facilitent en tout cas la transformation de bureaux vers le logement, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le marché du logement, justement, et permettre de résoudre tout ou partie, en tout cas, de la crise du logement telle qu'on la connaît depuis des années en Ile-de-France? C'est une excellente question, et c'est vrai que c'est un sujet qui, là aussi, on le voit s'enflammer un peu, ce sujet. On a l'impression que grâce à ça, on va résoudre le problème. Pour moi, ça ne sera jamais qu'une solution accessoire. Je m'explique. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le parc de logements vacants, il est très faible. Donc, au final, même si on part sur les 500 000 m², et dans ces 500 000 m², il y en a beaucoup qui sont des endroits où il n'y a pas la demande de logement qui est nécessaire. Oui, mais où la conversion ne trouvera pas nécessairement des preneurs. C'est-à-dire que je ne vais pas citer de ville, mais voilà, on sait qu'il y a ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'équation économique aujourd'hui n'est pas trouvé, ou alors dans des endroits où le prix du bureau est vraiment très 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 décoté. Donc il y a une tentation des propriétaires de conserver leurs biens en se disant, en plus, comme j'ai dit, il y a un décalage parfois manifeste entre la valorisation dans le bilan et la réalité de ce qu'est le marché. Et donc il n'y a pas, pour le propriétaire de bureau, voilà, celui qui va assumer de dire, en fait, ça vaut moins 20 ou moins 25, c'est pas une décision facile à prendre, et il y a toujours la tentation de se dire qu'il y aura peut-être un retournement et que cet actif-là pourra trouver une seconde vie, toujours en tertiaire à un moment ou à un autre. Et puis l'équation technique, c'est-à-dire que alors après, moi, dans la reconversion, je vois deux choses, et c'est pour ça que le mot reconversion m'embête un peu, parce qu'on mélange la réhabilitation d'un bâtiment, qui consiste à garder sa superstructure et ensuite à rebâtir dessus, qui pose des contraintes techniques énormes. Voilà, la trame d'un bâtiment de bureau, elle est souvent trop grande pour faire du logement, ce qui fait qu'au centre du bâtiment, vous avez des pièces qui sont noyées dans le noir avec pas de fenêtres, et ça, évidemment, c'est pas très attractif quand vous faites du logement neuf. Vous avez des problèmes de parties techniques et de parties filaires à tirer qui font des coûts tout d'un coup absolument gigantesques dans le bâtiment, des questions de sécurité incendie. Enfin, il y a tout un ensemble de problématiques qui sont très très lourdes, qui font que le coût de ces opérations est très élevé, et que malgré la prime de 30% quand même, bonus de constructibilité jusqu'à 30% prévu par la loi Elan, on n'a pas vu aujourd'hui une multiplication des opérations. Et de l'autre côté, il y a la réhabilitation, comme j'ai dit. De l'autre côté, il y a la destruction-reconstruction, qu'aujourd'hui, sur laquelle on a jeté un peu l'opprobre, alors que il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de bâtiments. Ça coûte 100 € du mètre carré de souffler un bâtiment. Parfois, il y en a quand même un certain nombre qui mériteraient auxquels on confère beaucoup trop de valeur architecturale et patrimoniale, alors qu'on pourrait totalement à leur place construire des immeubles résidentiels qui permettraient de répondre aux contraintes modernes de ce qu'est la construction d'un immeuble résidentiel sans avoir ce surcoût lié à la réhabilitation. Donc, oui, mais pour moi, ça restera quand même marginal par rapport à la demande, qui est une demande extrêmement importante, qui est une demande non servie. Je rappelle juste que, j'en ai pas parlé dans la démographie, mais ce qu'on appelle la cohabitation, donc c'est-à-dire le nombre de personnes par ménage, l'Île-de-France était en avance sur le reste du pays, lié à des modes de vie, à une sociologie un peu, je sais pas si le mot en avance donnerait l'impression qu'il y a une question de supériorité, mais en tout cas des modes de vie un peu différents du reste du pays, donc avec un taux de divorce plus important, avec un taux d'étudiants qui quittaient leur famille un peu plus tôt. L'Île-de-France a arrêté d'être en avance par rapport au reste du pays il y a 10 ans déjà, et donc aujourd'hui on sait qu'en Île-de-France on a de la cohabitation forcée. Donc même quand on regarde le paysage, si demain vous construisiez, on va dire un chiffre, mais ça aurait beaucoup d'intérêt, mais beaucoup de logements, il y a forte chance qu'ils se remplissent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent trop serrés dans leurs appartements. Donc, c'est pas seulement ceux qu'on construit pas en regardant les gens qui partent à l'extérieur. Donc, pour moi, le besoin de construction
on avait prévu les 70 000 constructions nettes dans la loi du Grand Paris. Je rappelle, quand on regarde la statistique, on regarde les autorisations de construire, pas nettes des destructions, brutes des destructions. Donc en réalité, le chiffre est beaucoup plus bas que ce qu'on fait. Et on l'a atteint une seule fois depuis qu'on a voté la loi. Donc on a des besoins énormes. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, on dit toujours qu'il y a un immeuble qui est génial pour faire ces transformations, c'est l'immeuble Haussmann. Et qu'on n'a pas inventé mieux que le Haussmann pour faire bureau un coup et je le change en logement et vice-versa et vice-versa. Et les Haussmann, ils sont dans le centre de la région parisienne, ils sont surtout à Paris. Et comme vous disiez, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un regain des bureaux, des gens de vouloir remettre leurs sièges sociaux à Paris. Et les seuls bureaux qui pourraient être transformés en réalité en logement, c'est souvent à l'extérieur, en grande couronne. Et ceux-là, ils sont très difficiles à changer. Exactement. Exactement. Et la demande intéressée pour ensuite reprendre les logements qui pourraient ressortir de cette opération, elle est assez limitée, pour être honnête, pour plusieurs raisons. Vous l'avez dit, les gens ont préféré de la maison parce qu'il y a du pavillonnaire ou de la maison à disposition. Et c'est dur de trouver des équilibres économiques sur ces objets-là. Alors, est-ce que c'est peut-être est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Les questions, je ne sais pas si nous, on les voit, mais pas questions. Ça a laissé tout le monde quoi? Oui, parce qu'en fait, on a changé de système technique pour la visio et du coup, on n'a plus accès aux questions. Je ne sais pas. En tout cas, cette approche macro est toujours intéressante parce que nous, on est toujours un petit peu les mains dans le cambouis, si je peux dire. Alors, avec les statistiques, on essaye de s'extraire un petit peu. Mais globalement, cette approche macro, toujours, enfin, ça m'a fait penser à ça quand vous en parliez. L'immobilier, il y a des amplitudes très lentes. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, en 2020, c'était très chaotique, il y a des vrais mouvements qui sont en train de se produire, mais ces mouvements, ils sont lents. Ils sont lents et longs, parce que évidemment, c'est pas très. Même si on a envie de changer de cadre de vie, on est marié, il faut changer de boulot. Dieu sait qu'en ce moment, si j'ai un boulot, je m'accroche plutôt que de vouloir changer. Et puis, il y a les enfants. Donc, tout ça, on le voit bien dans notre clientèle, ce sont des freins sur la mobilité. Et avec un modèle de financement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais un modèle de financement d'immobilier qui rend le marché beaucoup plus amorti par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays où, en fait, vous êtes très sensible aux variations, notamment du taux d'intérêt, parce que les crédits sont pas variables, ou variables, mais en tout cas évolutifs. Le modèle français amène énormément de stabilité en fait dans l'équation immobilière et donc effectivement c'est des tendances qui sont extrêmement lentes et parfois on a envie de croire qu'elles seront radicales parce que on a tous envie d'avoir un peu de volatilité. Alors, c'est pas bien, mais on en aimerait tous. On se dit, bah oui, l'année prochaine, je vais attendre, ça va faire moins 10, comme ça, je serai pas le dindon de la farce, c'est pas moi qui achèterai en haut. Le problème, c'est que, voilà, quand on fait ça, en général, le marché, pendant ce temps-là, il a fait plus 1, et donc, c'est un marché de tendance longue. Je prends l'exemple même de Londres, qui a une finance un tout petit peu plus différente de la nôtre, mais Londres, avec le Brexit, tout le monde s'attendait à ce que les prix soient un cataclysme. C'est-à-dire que c'est une décision qui était cataclysmique. Les prix, au final, ils ont relativement peu bougé. C'est 20%. Non, moins. Après, sur certains biens, sur le centre, mais quand on regarde la métropole en général, c'est des variations qui sont beaucoup plus ténues, tout simplement parce que voilà, c'est trop gros pour être déplacé. C'est comme une baignoire. Vous videz pas une baignoire en 2 minutes. Là, c'est un peu pareil. C'est que ça prend du temps à se bouger. Alors, on a une question qui vient d'apparaître. Dans un marché des bureaux où la demande globale baisse, mène progressivement et qu'elle se focalise sur les quartiers établis, comment vont s'inscrire les nombreux développements en lien avec le Grand Paris Express? Alors, même avant les développements du Grand Paris Express, on a un quartier emblématique qui est la Défense, puisqu'il y a de très nombreux projets qui sont sortis ou sur le point de sortir et qui arrivent dans un contexte assez morose. Donc, on voit bien l'équation, elle est implacable. C'est-à-dire que vous avez une grosse augmentation de l'offre dans un contexte où la demande est faible. Les loyers sont relativement ont baissé quand même de manière assez forte. Donc, moi, je pense qu'il y a
il y a des pôles tertiaires de bureaux, parfois certains existants vont plus souffrir que les nouveaux du Grand Paris parce que ils sont à la limite de de bonne qualité environnementale, où la reprise de travaux pour les faire passer dans le décret tertiaire va être très importante. Il y a des parcs, même parfois contigus à Paris, qui ont aujourd'hui des qualités de durabilité qui sont limitées. Après, sur les projets des projets de bureaux dans le Grand Paris Express, il y a eu beaucoup d'intentions. Ceux qui ont commencé avec des coups de pioche, ils sont pas si nombreux que ça. Donc, je pense qu'il y aura aussi de l'étalement dans le temps de la part d'un certain nombre d'investisseurs pour un petit peu rééquilibrer. Et ça plaide pour aussi, voilà, quelque chose dont personnellement, je suis beaucoup le défenseur, qui est d'avoir des bâtiments qu'on pense dès maintenant sans usage. C'est-à-dire que aujourd'hui, le maire ou le préfet ou l'architecte ou l'urbaniste qui est capable de dire l'usage d'un bâtiment dont on va dessiner le plan aujourd'hui et quel usage il sera fait quand il sera sorti de terre réellement, celui-ci, c'est un devin. Donc, je ne sais pas s'il a une boule de cristal, mais celui-ci, c'est un devin. Donc, moi, je plaide, vous l'avez parlé du haussmannien, qui est un bâtiment qui a cette capacité de réversibilité. Je plaide pour qu'aujourd'hui, on ait des bâtiments de bureaux qui aient au moins des hauteurs sous plafond suffisamment importantes pour qu'on puisse derrière avoir cette réversibilité, pour qu'on fasse passer des gaines techniques sur des parties centrales, pour qu'on puisse derrière faire alternativement du bureau logement, et pour qu'on généralise un peu plus les constructions sur pylônes pour que derrière on ait un peu moins des porteurs qui gênent derrière les reconfigurations d'espace. Et dans des appels à projets ou en tout cas dans des réflexions qui vont être autour des quartiers de gare où on a quand même une certaine liberté, on est beaucoup moins contraint par l'environnement qu'on ne peut l'être sur d'autres endroits du territoire. Je pense que c'est des exigences qu'on devrait avoir, de se dire je flèche ça vers du logement ou du bureau, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera alternativement du bureau ou du logement et je me garde un peu la possibilité de différencier tardivement à la fin du chantier. Ça, je pense que c'est très important. Oui, c'est en fait, vous voudriez, je crois qu'on est en rapport avec les pouvoirs publics pour essayer de généraliser ce qui se passe pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le permis de construire alternatif. Ils ont inventé ce truc-là, mais ils l'ont inventé que pour les Jeux Olympiques. Ça serait bien de généraliser pour que, avec un permis, ça veut dire qu'il faut de la prospective, donc là vous avez beaucoup parlé auprès des promoteurs, mais c'est de se dire, à cet endroit-là, aujourd'hui j'ai cet usage qui peut fonctionner, mais il faut que je pense peut-être que dans 10 ans ça sera autre chose et je le demande tout de suite. Totalement. Et ça serait vraiment, ça donnerait beaucoup de souplesse au marché. Ah, mais moi, je suis très en faveur de ce mode de permis alternatif, ou en tout cas de moins guider les usages, parce qu'encore une fois, cette crise, si elle nous a révélé quelque chose, c'est que on a du mal à deviner les usages. Et au-delà de la crise, c'est-à-dire que nos sociétés évoluent très vite et on voit qu'il y a les modes de vie des uns des autres changent et donc il y a des besoins qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Et bien malin celui qui est capable de les deviner. Et je trouve que l'exercice, quand on dessine des quartiers, on se travaille souvent à 10 ans, parce qu'entre le moment où vous avez la première idée et le moment où vous livrez complètement le bâtiment, il se passe quand même pas mal de temps. Je pense qu'on devrait avoir l'humilité de se dire, faisons et surtout que ça existe maintenant dans la loi, donc essayons de généraliser assez largement. Je suis très favorable. Avec le frein du Airbnb. Ouais, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est le sujet. Peut-être aussi un besoin d'avoir une vision un peu plus large que de raisonner sur un seul bâtiment, peut-être plutôt sur un pâté de maison ou même quasiment un quartier, parce que bon, ça se développe évidemment, mais je pense que pour trouver une certaine cohérence, on a besoin d'avoir cette vision un peu plus globale. Bien sûr. C'est un vrai problème aussi de la parcellisation des projets d'urbanisme aboutit à des coûts. Vous avez des coûts de construction qui sont beaucoup plus importants puisque vous mutualisez beaucoup moins et vous avez des coûts liés à l'urbanisme qui sont très conséquents parce que vous faites les choses par petites touches et donc à la fin, ça n'a pas du tout la cohérence que vous avez si vous pouvez travailler à une échelle un peu globale et donc ça plaide quand même pour des zones d'aménagement et des développements assez conséquents, sachant que aujourd'hui, on est plutôt sur la fin d'un cycle où on a bâti beaucoup de zones d'aménagement et on ne voit pas les nouvelles nécessairement arriver. Donc, ça pose aussi des questions en termes de renouvellement urbain. Une question, j'ai pas de question. Quel impact du projet de loi climat et résilience sur le résidentiel? Et on a également Bertrand Lacour qui nous demande. Ah si, il nous dit que c'est pas une question après.
Il est surpris par la faiblesse probable de la transformation du rotation. C'est pas une faiblesse en tant que telle, c'est juste que je pense que le débouché n'est pas, qui est parfois présenté un peu comme l'alpha et l'oméga de la réponse à la demande de logement, est très 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 insuffisant pour y répondre, pour les multiples causes qu'on a évoquées. Mais ma crainte, c'est qu'on se serve un petit peu de ça comme prétexte pour dire, bah voilà, on va résoudre ce sujet qui est un sujet qui demande beaucoup plus de construction par la seule transformation qui est, encore une fois, c'est de l'appoint. C'est de l'appoint. C'est l'un des leviers sur lesquels on peut agir pour essayer de trouver une solution plus globale, mais c'est pas soi seul la réponse qui suffira à régler le problème. Mais à chaque crise immobilière, si on peut appeler ça crise, en 1990, en 2009, à chaque fois on voit tiens, c'est la solution, c'est de transformer, c'est de la souplesse. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est pas souple. C'est pas souple dans les autorisations d'urbanisme, c'est pas souple en technique, parce que ça n'a pas été prévu depuis le début. Bien sûr. Donc, c'est la ville de Paris qui me demandait est-ce qu'on peut penser que si on. Je disais oui, mais il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet, il faut mettre de la souplesse, il faut mettre un paquet fiscal important. Parce que là, aujourd'hui, il existe déjà des exonérations de taxes foncières ou autres, si on le fait, mais c'est pas assez. C'est pas incitatif d'avoir les gens bien. Là, il faudrait vraiment. Et encore, parce que même s'il y avait un paquet, il y a le problème technique des immeubles qui coûtent trop cher à être transformés. Bien sûr, c'est un gros sujet. Donc, pour la réponse à la question, quel impact du projet de loi climat et résilience sur le résidentiel? Bon, le projet de loi a de multiples impacts sur le résidentiel à de multiples égards, que ce soit sur la construction, que ce soit sur les transactions. Je pense pas que, comment dire, c'est un impact qui sera assez uniforme et homothétique sur le territoire. Là, si je dois reprendre un peu les choses que je disais, je suis pas sûr que ça ait un impact très disproportionné d'un territoire à l'autre, et donc que ça crée des effets qui poussent les gens à revoir leur localisation parce que il y a tel ou tel changement. Oui, on va avoir des effets un peu marginaux sur certains bâtiments vraiment totalement insalubres qui passeront pas les règles qu'on a fixées, mais c'est d'une part dans assez longtemps, et donc il y a de fortes chances que ces bâtiments-là déjà soient en fait par le jeu naturel de la réhabilitation, de la destruction, de la reconstruction, ils passent de toute façon. Donc j'ai du mal à penser que ça ait une tendance vraiment forte sur le marché. Donc, si je peux me permettre de pas une conclusion, mais moi, ce que j'en retire quand même, c'est que le marché de l'immobilier, c'est une espèce de gros paquebot, c'est très difficile de le faire bouger, ou en tout cas, les mouvements sont très lents et s'inscrivent dans une durée évidemment très longue. C'est à la fois rassurant. Maintenant, quand on veut le faire bouger un petit peu, on sait qu'il y a du travail et il faut trouver toutes les petites paramètres qui permettent justement de réorienter certaines choses, notamment résoudre la crise du logement en Île-de-France. Donc, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, mais je pense pas une mauvaise conclusion de se dire que finalement, on a quelque chose de solide, de stable, et qui fonctionne correctement avec des ajustements qui peuvent se faire, mais pas avec des répercussions immédiates, en tout cas pas à très très court terme. Voilà. Je pense que le marché immobilier ne sera jamais le Bitcoin. On en est sur zéro, d'ailleurs. Bon, mais vous n'avez pas annoncé de chiffres. Ah non, je fais pas ça. Ça, je les garde pour moi, en fait. C'est la sauce secrète, comme on dit. Je les garde pour moi, et voilà. Non, mais je sais pas annoncer de chiffres. Voilà, je pense que, d'une part, parce que je pense que personne n'est capable, mais je pense vraiment, effectivement, voilà, on est sur un marché de long terme qui impacte très considérablement la vie des gens, et inversement, la vie quotidienne impacte ce marché, les décisions. Donc, on n'a pas du tout les effets de liquidité qu'on peut voir et qui parfois sont très surprenants sur d'autres marchés. Je citais en rigolant les crypto-monnaies, mais donc c'est très rassurant. En tout cas, je trouve que c'est normal. En fait, pour moi, c'est normal. C'est heureusement que quelque chose qui est aussi important dans la vie quotidienne et dans l'économie n'est pas sujet au cas de vent, sinon ce serait très très inquiétant, et je pense qu'on aurait beaucoup
de mal à se projeter. Voilà, méfions-nous des grandes annonces, des grands prophètes de la fin de tout. Je pense que les choses sont beaucoup plus profondes que ça, et regardons un petit peu les tendances et la démographie. Elle nous aide beaucoup à la fin à revenir au basique. Le basique, c'est que les gens ils cherchent un toit pour se loger, un bureau pour travailler, et des endroits où aller consommer. Et ça, ça plaide en faveur de ces tendances longues. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Thierry. Merci.